Lui aussi, il a changé de métier. Il est resté d'une façon générale exceptionnelle dans tout ce qu'il fait. On est extrêmement heureux de l'accueillir ce matin. C'est notre grand témoin de ce vendredi 13, dernier jour de l'université. Je vous demande de réserver une ovation à monsieur Taïg Chris. Ah oui. Comment ça va? Eh ben, super. Quel plaisir, parce que là, vous voyez quelqu'un qui a un costume, une cravate, etc. Mais il faut imaginer que c'est le petit enfant qui faisait du roller avec passion quand il avait 7-8 ans, qui était en train de vous parler. C'est un peu un rêve de... T'as fait du roller, toi? Ah, j'ai fait du roller, mais voilà. J'ai quelques mauvais souvenirs. Ouais. Donc, qui ne rêve tous, pas... hein. Moi, j'ai des accidents, j'en ai beaucoup. Hein. Qui ne rêve pas d'avoir un jour Taïg Chris en face de lui pour raconter sa vie? Vous vous souvenez tous sans doute de ce saut fameux de la Tour Eiffel qui avait marqué beaucoup les esprits. Et puis, beaucoup d'émissions télé. Mais j'en dis pas plus parce que Taïg va nous raconter son existence maintenant. Il y a le roller, puis il y a tout ce qui s'est passé après. Un parcours de vie qui est exceptionnel. Et que je vous laisse commenter, évidemment. Voilà, en fait, on va partir sur 2 parties. La première partie, je vais vous raconter un petit peu mon histoire de rider et voilà un peu des missions télé, je veux dire toute cette aventure de vie. Et après, la deuxième partie, il y aura tout l'aspect entrepreneur. Donc, je vais vous raconter cette histoire. C'est vrai que TF1, tu connais un peu la maison, non? C'est clair, j'ai fait plusieurs, j'ai fait Danse avec ici les chez toi, stars. quand même. Ouais. J'exagère pas, mais Koh-Lanta, etc. Koh-Lanta, etc. Non, c'était plein d'aventures. Donc, juste pour résumer, je vais vous raconter cette histoire et on va partir sur 20 minutes voilà, assez cool avec quelques vidéos. Avant même de démarrer, alors, je vais voir voilà, les slides qui apparaissent en parallèle. En fait, il y a différents proverbes que les gens connaissent, mais on a tendance à les oublier tous les jours. 7 fois à terre et 8 fois debout, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La chance, plus je travaille, plus elle me sourit. Tout le monde connaît ces proverbes-là, et on a tendance finalement à les oublier au jour le jour. Moi, ce que je vais essayer aujourd'hui de vous raconter dans cette histoire, c'est que finalement, quand on croit en ses rêves, on peut tout réaliser. Quand je suis arrivé en France, quand j'avais 5 ans, mon père algérien, ma mère grecque, mes parents ont fait un choix assez dingue, parce qu'ils ont décidé de ne jamais me scolariser. Alors quand je vous dis, alors je ne suis pas du tout contre l'école, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aller à l'école, mais ils ont fait ce choix de se dire, on ne va pas envoyer notre enfant à l'école parce qu'on a envie qu'il fasse vraiment ses choix et ses rêves. Et donc ils m'ont dit, même si on n'avait pas d'expérience dans le business, pas d'argent, pas de diplôme, etc., c'était une vie d'aventure. Donc on traversait l'Atlantique en voilier, l'Amazonie en pirogue, j'avais un petit singe à Paris. C'était vraiment une vie... La jeunesse rêvée. Hein. Voilà, on a tous fantasmé d'avoir ce genre de voilà, jeunesse. Un peu une jeunesse, mais surtout, ils m'ont donné une façon de voir la vie inhabituelle parce qu'ils m'ont permis de croire en mes rêves et d'avoir aucune barrière. Et donc ils m'ont dit, on t'aime et fonce. Et du coup, à cause de ça, j'étais magicien professionnel, j'ai fait du piano, j'ai fait l'école du cirque, j'ai fait tous les sports, du tennis pendant de nombreuses années. Et évidemment, j'ai commencé le roller en étant gamin avec mon frère au Trocadéro. Et du coup, en grandissant, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir champion de roller. Et voilà, on peut voir là sur cette phrase, voilà, ils m'ont dit, suis ton cœur, travaille et tout sera possible. Et du coup, j'ai commencé à faire du roller comme un dingue en disant à mes parents, c'est ça que j'ai envie de faire comme métier. Et ils m'ont dit, OK, on y croit, fonce. Et donc, j'ai commencé à faire des compétitions et de fil en aiguille, le rêve de gamin a commencé à se réaliser puisque j'ai commencé à gagner des compètes et à devenir après champion du monde. Mais après, ça, c'est... Il y avait un idole quelque part Alors, au début, c'était Tony Hawk. Parce qu'il n'y avait pas d'idole dans le roller, donc moi je regardais les champions. Je me souviens des mecs en planche à voile, il y avait quand même... Oui, c'est vrai, il y avait Robert Territo à l'époque, Matt Hoffman en BMX, donc c'est vrai que j'ai grandi en regardant toutes les vidéos de ces gars-là, et je me suis dit j'ai envie de faire la même chose, et donc ce rêve de gamin s'est réalisé, mais après il y a eu débat, et ça je vais vous les raconter, et donc j'ai commencé à faire des compètes dans le monde entier, à devenir champion du monde. Je vais vous montrer une petite vidéo qui va se lancer, regardez.
Voilà. À ne pas reproduire dans son salon tout seul, hein, effectivement, ça demande quelques Ça, c'est le genre de milliers truc que d'heures j'adore faire dans mes d'entraînement rêves. pour faire ça. Hein. Hein, c'est le genre de truc que j'adore faire, mais dans mes rêves. C'est ça, oui. Donc il y a eu toute cette partie, mais très vite j'ai commencé à me casser les bras et les jambes. Vous voyez, j'étais opéré 7 fois, les épaules 2 fois, les poignets 2 fois, les genoux 3 fois, la hanche, le nez 3 fois, les cervicales presque 2 fois, les poignets, les doigts, etc. Donc j'étais toujours sur le devant de la scène et à l'hôpital. Et donc vu que j'avais pas de sécurité financière, j'ai commencé à me dire, il faut peut-être que je crée des choses. Alors, au début, je me dis, je vais créer une marque de fringues. Vous voyez, c'est le premier truc que pense le sportif. réflexe. Quand on est un sportif, effectivement. Voilà, on- Après, je me suis dit, c'est difficile quand même d'installer la marque, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas vendre mon image sur des gammes de papeterie pour les enfants. Vous voyez, à Carrefour, vous avez bien l'agenda. Je me suis dit, je peux mettre mon image là-dessus. Donc, sur mon lit d'hôpital, je téléphone à des sociétés comme Clairefontaine et je leur dis, voilà, je suis le champion du monde de roller, j'aimerais vous vendre mon image. Ils me disent, désolé, vous n'êtes pas assez connu. Si vous aviez été footballeur, peut-être. Et globalement, ils me raccrochent au nez. Et donc, qu'est-ce que je fais Et pourtant, 3 fois champion du monde, Oui, des mais à X l'époque, Games à c'était- l'appel. Oui, mais j'avais pas fait les grosses émissions françaises, etc. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai cette vision de voir la vie sans barrière, je me dis, je vais carrément appeler la centrale Carrefour, convaincre l'acheteur national. Je suis que dans la positivité, vous voyez. Donc je me dis, je vais arriver à convaincre l'acheteur national. Je vais trouver des usines. Je vais fabriquer moi-même les designs. Et donc je passe la nuit sur le lit d'hôpital à essayer d'apprendre à faire du design sur Photoshop, à des copains qui m'aident à distance. C'était il y a 20 ans, donc il n'y avait pas les tutoriaux qu'on peut trouver maintenant. J'appelle la centrale Carrefour. J'arrive à convaincre l'acheteur national de me donner un rendez-vous 20 jours après. Mais le mec, il me dit, attention, toutes les collections dans 20 jours vont être clôturées, donc il faut avoir tout de près. Je lui dis, pas de problème, il y aura tout. Je pouvais même pas marcher. Tout en étant à l'hôpital. Je pouvais même pas marcher. Je venais de me faire opérer il y a 3 jours. Donc je sors de l'hôpital avec mes béquilles. Je vais trouver des usines aux 4 coins de l'Europe et je me rends compte, j'arriverai jamais à fabriquer les produits à temps pour présenter à Carrefour et à Leclerc, etc. Et donc qu'est-ce que je fais? Toujours avec l'imagination, on trouve des solutions. J'achète des produits concurrents de toutes les marques. J'achète une imprimante A3. Les designs que je fais la nuit, j'imprime et je colle et je coupe parfaitement avec de la colle et un ciseau pour donner l'illusion. Je colle mes photos sur les produits des autres. Toujours à l'hôpital. Ça Alors, devait être en sortant sympa de d'être. l'hôpital, Oui, en sortant de parce que l'hôpital, les mais sans infirmières, là, elles devaient s'arracher les cheveux. Bien sûr, Ouais, et sans ouais. pouvoir marcher. Et du coup, j'arrive un jour après devant l'acheteur avec des prototypes qui étaient assez beaux. Et j'arrive à convaincre Carrefour et Casino à me faire une précommande sans retour d'invendu de 350 000 € pour la première année. Et donc, de fil en aiguille, après, il fallait fabriquer réellement et livrer. Mais je me suis dit, mais si ça ne se vend pas, l'année d'après, ça va s'arrêter. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive à convaincre Tony Parker d'acheter son image en exclusivité. Et de fil en aiguille, après Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV. Et au bout de 3 ans, on dépassait le 1 million d'euros. On était référencé partout. On vendait plus de 500 000 produits. Ça, c'était l'aspect positif. Mais après, malheureusement, il y a eu la crise de 2008 et la boîte a fermé. Mais comme dans les proverbes que je vous ai montrés tout à l'heure, celui de Mandela, par exemple, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc, j'ai appris énormément de cette expérience. Et quand je suis revenu dans mon sport, je me suis dit, j'ai envie de amener mon sport auprès du grand public et faire un saut incroyable. Donc la première idée que j'ai eue, je vais vous la montrer en photo. Attendez, on va passer sur les slides. Attendez, je vais le passer ici. Il va s'afficher, j'imagine. Voilà. Je le mets sur la tablette, comme ça, on va le voir. Voilà, je l'ai mis sur la tablette le temps qu'il affiche. Donc la première idée incroyable que j'ai eue, je me suis dit, je vais sauter par-dessus la Seine devant Notre-Dame. Et là, j'avais trouvé mon idée, c'est-à-dire que ce n'était pas qu'un saut de 30 mètres de long, c'est parce que c'est la Seine, c'est connu mondialement, c'est devant Notre-Dame, etc. Devant Notre-Dame, un des monuments les plus visités. Exactement. Et donc, je me dis, dans ma philosophie, ça va marcher parce que je vois toujours positif. Donc, je m'entoure d'une équipe de 100 personnes, des ingénieurs, etc. On fait un dossier d'instruction, je présente à la mairie de Paris, etc. Et globalement, la mairie me dit, vous êtes bien gentil, monsieur Chris, mais c'est pas possible, il faut couper la rive gauche, etc., Oui. etc. Ça marche pas. Et donc, quand il me ferme la porte, moi, je rentre par la fenêtre, en quelque sorte, avec un sourire, en disant, attendez, peut-être à la Seine, c'est pas possible, mais il y a peut-être d'autres monuments à Paris où c'est possible. Et donc, je leur dis, ils me disent, peut-être à la Tour Eiffel, c'est possible. Moi, je n'entends même pas le peut-être. Peut-être. Et je me dis, génial, c'est possible. En plus, Trocadéro, juste en face, j'ai appris à faire du roller là-bas. Exactement, j'ai grandi. Franchement, parfait, quoi. C'était la boucle bouclée. était bouclée. Et donc, je construis à nouveau une équipe, on fait un dossier d'instruction et je me rends compte que ça va coûter 1 million d'euros à construire.
Évidemment, je n'ai pas le 1 budget. million d'euros. Parce que c'est un village énorme, une rampe de 30 mètres, etc. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir des sponsors, et les sponsors ils me disent « Aucun problème, il faut afficher notre logo en énorme sur les rampes ». Là, la mairie de Paris me dit « Monsieur Chris, vous êtes bien gentil, c'est interdit d'afficher le moindre logo à côté d'un monument historique. Oh. » Et la Tour Eiffel est un monument historique. Alors, je lui dis « Mais comment je peux faire ?» Il me dit « C'est pas notre problème, vous ne pouvez pas afficher de logo. » Et vous voyez qu'avec l'imagination, on trouve, la solution que j'ai trouvée, c'est de dire légalement, sur le texte de loi, c'était interdit d'afficher un logo sur site, mais ce n'était pas marqué qu'à la télé, dans les images, c'était interdit. Donc j'ai incrusté des images en 3D à la télé, et comme ça, je pouvais dire à la mairie de Paris, il n'y aura rien sur place. Et aux sponsors, il y aura des logos partout à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, tu peux avoir plusieurs logos en même temps. Et là, tu peux en plus avoir plusieurs Parce que logos. tu reprends la photo, la vidéo, un Red Bull avec Red Bull. Bien sûr, tu peux avoir à plusieurs endroits, etc., etc. Et en plus de ça, je construis un vrai show télé où c'est moi qui contrôle toutes les caméras, donc je peux m'assurer en disant aux sponsors, je sais filmer et montrer votre logo suffisamment, puisque c'est moi le producteur de l'émission. Et donc, grâce à ça, les sponsors acceptent, mais la mairie de Paris veut toujours pas me donner l'autorisation. Et dire vrai, le maire de Paris a peur que je me tue en direct. Oui, Bertrand Delanoë à l'époque. Ouais. Je l'harcèle au pied de la mairie de Paris, je passe toutes mes journées là-bas, et parce qu'il refuse l'événement que je voulais faire. Et donc, au final, il me donne rendez-vous, et je fais un dossier, la nuit sur Photoshop, etc., en trouvant des solutions à toutes les contraintes qu'ils m'ont données. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils me trouvent un problème, par exemple, ils me disent « on ne peut pas fermer la route », très bien, je surélève la rampe et je fais un pont, les voitures passent en dessous. Ils me disent « tu ne peux pas accrocher une structure sur la Tour Eiffel », très bien, je fais monter un bras métallique qui fait monter une nacelle qui donne l'illusion que la nacelle y est accrochée. Et je rends fou les institutions parce que chaque fois qu'il y a un toute problème... objection, en fait, c'est un vrai métier de commercial. Tu traites des objections, quoi. Mais complètement. Les unes après les autres. Mais en plus, je me mets à la place à chaque fois de mon interlocuteur. C'est-à-dire que quand j'étais devant un politique, je véhiculer les messages politiques pour arriver à le convaincre, devant un technicien, on parlait technique, devant le maire de Paris, devant le président de la Tour Eiffel, parce qu'une autorisation comme ça, c'est le président de la République, le maire de Paris, le maire d'arrondissement, le préfet de police, les architectes bâtiments de France. La Tour Eiffel elle-même. La Tour Eiffel elle-même. Qui avait des objections, elle aussi. Exactement, le président de la Tour Eiffel devait accepter, etc. Donc, voilà. Finalement, le maire de Paris me reçoit et il me dit si tu me prouves qu'il ne t'arrivera rien, je te donne l'autorisation. C'est difficile à prouver quand même. Hein. Non, je ne vais pas mourir. Non, je ne vais pas mourir. Alors, voilà. Bertrand, je vais te le prouver, mais après. Je dois partir de la rampe. Au championnat du monde, la rampe fait 4 mètres de haut. Celle-là, elle fait 30 mètres. Je dois partir 10 mètres au-dessus. Il y a des problèmes de freinage, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je dis au maire de Paris, je vais trouver une solution. Et la solution que je trouve, c'est construire la même rampe sur un terrain vague, faire le saut 2000 fois pendant 4 mois, c'est-à-dire 500 sauts par mois, le filmer et envoyer la cassette vidéo au maire de Paris. Incroyable. Et donc, de cette façon-là, le maire de Paris était sécurisé parce qu'il peut se dire... bon bah, c'était un truc psychotique, en fait. L'idée, c'était de le mettre en lévitation, ou pas en lévitation, mais de... je me mets toujours à la place de mon interlocuteur. Je reviens sur le rôle de magicien, c'est qu'en fait... Oui, après, ça m'a aidé. C'est vrai que j'étais magicien quand j'étais plus jeune, mais ça m'a aidé énormément sur l'hypnotiser, pardon, je cherchais le mot. J'ai pas su faire de l'hypnose, je sais pas faire de l'hypnose, mais c'est vrai que le côté magicien m'a beaucoup aidé à comprendre mon interlocuteur, parce que quand on est magicien, il faut arriver à manier un petit peu l'attention et la mentalité la mentalité un peu des gens. Donc là, j'arrivais à m'adapter à chaque personne. Et du coup, avec cette rampe où je fais les 2000 sauts, le maire de Paris accepte et j'arrive à avoir l'autorisation impossible de sauter de la Tour Eiffel. Ce qui est fou dans le fond, c'est qu'il vous fait prendre plus de risques qu'autre chose. Parce que faire 2000 fois une répétition, alors ça aurait pu être peut-être répété quelques fois, juste pour s'assurer que ça va bien se passer. Alors, petite parenthèse, c'est un peu... Il y a eu on va dire une pierre dans la chaussure, parce que les 2000 sauts, au final, j'ai pas pu les faire. Parce qu'on n'avait pas eu le budget. Pierre dans la chaussure, quand on fait du roller, c'est pas terrible. Et du coup, j'ai dit au maire de Paris, à la fin, est-ce que vous acceptez que je fasse 2000 sauts à l'élastique? D'accord. À la place. Et je crois que quand il a reçu la lettre, il n'avait pas compris
la différence que ça n'a rien à voir et qu'en réalité, il y aura beaucoup de risques parce que je n'ai pas fait le saut. Et il a signé et accepté. Et du coup, je me suis retrouvé dans une situation assez dingue parce que le jour du saut, je ne l'avais jamais fait. Et oui. Et donc, je me retrouve... Donc, c'était finalement, beaucoup plus rock'n'roll que prévu. Donc, je me retrouve avec une rampe... Et vous aviez fait 2000 sauts à l'élastique, ce qui a strictement rien à voir. Rien à voir. C'est comme si on disait, on va faire de la plomberie, faites 2000 fois de la menuiserie. Et puis, je les avais fait en roller avec un élastique dans le dos de la même hauteur d'un pont, mais évidemment, ça n'a rien à voir. Donc, quand je me suis retrouvé sur cette rampe qui fait 30 mètres de haut, avec 100 000 personnes en bas, en plus, il y avait un problème de freinage, bref, je ne vais pas tout expliquer. Et 1 million de téléspectateurs, parce que ça avait été un vrai événement. J'étais, tétanisé de peur. Quand j'étais à 30 mètres sur cette nacelle qui tanguait avec le vent, alors je me suis manipulé comme à la troisième personne pour pas avoir peur. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, de toute façon, Taïg, tu vas sauter. Tu vas pas te dégonfler devant 100 000 personnes, tu as mis toutes tes économies, tout ton temps là-dessus. Donc que tu aies peur ou pas peur, le résultat est le même. Donc tant qu'à faire, autant ne pas avoir peur. C'est le premier truc que je me suis dit. Deuxième truc, je me suis dit, normalement, tu devrais pas mourir, mais tu peux te casser un bras ou une jambe très facilement. Ouais, ça, c'est déjà fait. J'ai déjà fait 7 fois, 10 fois, 15 fois. Exactement, Philippe, je me suis dit, c'est déjà fait tellement de fois, c'est pas grave si je me casse un bras ou une jambe de plus. Et le troisième truc que je me suis dit, c'est pas tous les jours qu'on peut être un peu comme Superman, sauter de la Tour Eiffel, donc gâche pas ça avec la peur. Et cette manipulation mentale m'a fait en sorte, comme tu le dis, j'avais pas peur du tout. Et donc, je me suis retrouvé là-haut. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le saut. Je vais vous montrer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Regardez. Ah, d'où le terminal. Alors, on le voit là derrière. On va même voir après derrière le saut au Sacré-Cœur. D'en haut, c'est particulièrement effrayant. Ça me remet la chair de poule en le voyant. C'est comme si on est un apesanteur. Là, on peut voir. Ça, c'était au Sacré-Cœur, du coup, l'année d'après, où c'était un saut hauteur-longueur. Okay. Donc ça, c'était magnifique. C'était vraiment des moments, mais les plus incroyables de ma vie, d'avoir fait ces deux sauts. Et je vais vous raconter une anecdote sur le Sacré-Cœur qui montre que toujours avec beaucoup d'imagination, on trouve des solutions. Au Sacré-Cœur, je ne pouvais pas avoir l'autorisation parce qu'il y avait des carrières qui pouvaient faire tout effondrer. Et donc, même si j'avais c'est les carrières de champignons, c'est pas ça, non? Enfin, les anciennes carrières qui sont utilisées aujourd'hui pour faire les champignons de Paris. Peut-être, je sais Montmartre, pas. Un gruyère. Voilà, c'est un gruyère, exactement. Et donc, même si j'avais le haut patronage de la présidence de la République, je ne pouvais pas mettre de structure. Et donc, les ingénieurs me disaient, je suis désolé, vous ne pouvez même pas faire des tests de sol qui soient fiables, donc c'est juste impossible. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une équipe d'ingénieurs, on a abaissé ma structure avec des grandes poutres en bois qui répartissent le sol sur la largeur, et j'ai calculé que ma structure représente le même poids que les touristes qui marchent auprès du Sacré-Cœur depuis 20 ans. Et donc là, prouver ça scientifiquement, et donc là, je pouvais revenir vers la mairie d'arrondissement en disant, écoutez, je peux vous prouver que ça ne va pas s'effondrer, puisque ça représente la même chose que tous les jours les touristes qui marchent auprès du Sacré-Cœur au niveau poids. Et grâce à ça, j'ai eu l'autorisation. Mais vous voyez, c'est bien sûr que j'ai été aidé de ces ingénieurs, mais c'est à chaque fois une solution psychologique qui permet de trouver une astuce. Après, il y a eu d'autres records que j'ai essayé de faire. Malheureusement, je n'ai pas pu tout monter, mais je vous en montrer un qui est assez rock'n'roll. Une autre vidéo qu'on va lancer, où là, j'ai essayé de sauter du haut du Rockefeller Center à New York, où je fais 100 mètres de saut à l'élastique, je décroche l'élastique dans l'air, je tombe sur la rampe en bas, et... Finalement, après, pour jouer dans les Marvel, hein, là, il n'y a vraiment aucun problème. C'est Spider-Man. Finalement, je n'ai pas eu l'autorisation, mais juste pour vous expliquer à quel point je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai été convaincre Sarkozy d'appeler Obama, qui l'a fait. Le maire de Paris a écrit une lettre officielle à Bloomberg. J'ai convaincu le tout des shows américains de faire 4 heures de direct sur ce saut. Donc tout était bon. J'ai rencontré à la fin le propriétaire de la tour, qui a pris peur parce qu'il s'est dit il va se tuer sur ma tour, j'ai pas envie. Et donc, pour arriver à convaincre le propriétaire, j'ai convaincu la société qui loue tout l'immeuble, c'est la société Deloitte, de sponsoriser l'événement. Et donc, le président de Deloitte Monde a commencé à négocier avec le propriétaire. Bon, le propriétaire n'a pas accepté, donc ça ne s'est pas encore fait. Mais c'était juste cette anecdote pour vous expliquer comment j'essaye d'aller au bout pour trouver à chaque fois des solutions à l'impossible. Voilà. Moi, je note quelque chose, c'est qu'en fait, toutes les portes de toutes les personnes appelaient Sarkozy, qui va lui demander d'appeler Obama. Bon,
techniquement, je pense qu'il faut avoir le culot de l'appeler. Voilà. Mais en fait, toutes les portes sont ouvrables, en fait. Toutes les portes sont ouvrables. Moi, je vois plusieurs éléments. C'est avant tout la passion, c'est-à-dire que la passion et que le projet n'était pas que personnel, c'est-à-dire que si c'était simplement faire un saut personnellement pour un truc de rider, j'allais pas embarquer beaucoup de monde avec moi. Là, la France, et en tout cas toutes les institutions, ont compris que ce saut allait véhiculer une image incroyable de la France. Et donc, j'ai embarqué tous les gens à bord de mon train. Et on va le voir dans l'aspect entrepreneur après. Et pour tous les commerciaux, toutes les boîtes, si vous touchez les gens émotionnellement, vous allez arriver à voir de leur part quelque chose d'impossible, parce que obtenir l'autorisation de sauter de la Tour Eiffel, normalement, c'est clairement pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'arrivera plus jamais dans l'histoire. C'est la fameuse phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, qu'on a vu tout à l'heure. Je vais vous montrer une dernière vidéo et après on va finir cette partie, on va dire, de rider et on va bifurquer sur l'aspect entrepreneuriat sur la deuxième partie. Mais cette vidéo que je vais vous lancer maintenant, c'est un truc où on voit toutes les émissions de... voilà, là il fallait que je traverse par exemple le Grand Canyon en 5 jours. Je n'avais jamais marché sur un fil, donc c'était le challenge à faire. Et donc je partais dans des pays lointains où je devais essayer tous les trucs les plus fous, courses de taureaux. Combien d'hospitalisations là sur ce... J'ai dû avoir une quinzaine de fractures et 7 opérations. D'accord. Pas facile de passer les portiques de sécurité dans les aéroports, non? Ça bip à chaque fois Un peu, mais ça va. Mais donc c'était génial parce que c'est vrai que d'où je partais, pas particulièrement d'expérience dans le business, dans les affaires, dans la télé, ni quoi que ce soit. Je me retrouve à être champion du monde, à bifurquer comme ça. C'était vraiment une aventure incroyable de vie. Mais vous allez le voir dans la deuxième partie, on a toujours des remises en question et on avance dans la vie. Et malgré que j'ai pu faire tout ça, vers 40 ans, je me suis retrouvé à nouveau à l'hôpital dans une situation difficile, de vraies remises en question. Donc il y avait après les émissions, comme tu disais au début, sur TF1, avec Danse avec les stars, avec Koh-Lanta. Ouais. Et donc une fois les sauts, si je comprends bien, tu as eu vraiment cette volonté d'aller tester sur plein d'autres choses, parce que quand je regarde les vidéos, c'est tout un tas de sports qui n'ont rien à voir avec les autres en fait. Complètement. La chance que j'avais, c'est qu'on me proposait de pouvoir avoir ma propre émission d'un sort du Ushuaïa de version sport extrême et aller tout tester dans le monde entier. C'est des expériences de vie incroyables. Donc évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et à la fois, fallait pas se leurrer, c'était une façon de pérenniser mon image de sportif auprès du grand public et ça aidait à trouver des sponsors, etc. Donc je bouclais la boucle de plein de façons différentes. Et il y a deux choses qui me marquent dans ton aventure, c'est de se dire que effectivement, je reviens sur les aspects commerciaux ou de s'adapter à la personne qui est en face, comprendre ses objections, comprendre ses contraintes, comprendre son manière de fonctionner. Et trouver des solutions qui le mettent lui à l'aise. Ouais. C'est-à-dire à chaque fois, avec le maire de Paris, etc., comprendre sa problématique et trouver une solution qui dise pour lui, ah, super. Ok, je le mets comme ça, dans le coin. Il ne peut plus bouger en fait. Exactement. Et en fait, Attends, désolé de te couper, il y a un point sur ce que tu viens de dire qui est très important, c'est que souvent, j'étais face à des gens qui étaient un peu de mauvaise foi, parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois des techniciens pour une institution, etc. Et donc, la technique que j'ai trouvée face aux gens qui étaient de mauvaise foi, c'est de trouver des barrières à toutes les excuses qu'ils trouvaient, pour les mettre à la fin dans un entonnoir où ils étaient vraiment face à leur mauvaise foi. Et à chaque fois, ils n'ont jamais voulu avouer leur mauvaise foi. Et à la fin, ils ont craqué, ils ont dit, bon, ok, j'accepte. Mais à chaque fois, avec beaucoup de sourire et d'imagination, je trouvais des barrières à toutes les excuses qui étaient trouvées. Ou leur permettre de s'arranger avec leur conscience, parce que le coup des 2000 sauts à l'élastique avec Bertrand Delanoë, c'est quand même à mourir de rire. Il est tout sauf idiot, Bertrand Delanoë. Vous devez bien savoir que vous n'étiez pas en train de répéter ce saut dans un terrain vague. Sûrement. Mais après, ça, je ne sais pas si, tu sais, j'imagine, dans une institution, on reçoit des lettres toute la journée à signer. Oui. Est-ce qu'il a lu entre les lignes? Je ne sais pas. Bon, la vie de rêve, on l'a vu, en tout cas. Et c'est le rêve de gosse. Hein. Et c'est ce qu'avaient dit vos parents, en disant exactement, amuse-toi, confiance en toi, amuse-toi. Voilà, fais ce que tu veux. Et puis 40 ans, du coup, la crise. La crise, pour plein de raisons différentes, parce que malheureusement, à nouveau à l'hôpital,
difficultés financières parce que même si j'ai pu faire des trucs incroyables avec le roller, je m'occupe de mes parents depuis 25 ans et j'avais pas suffisamment de sécurité là-dessus. Je m'étais séparé de mon ex, j'avais essayé de monter un film à Hollywood qui s'est pas fait, donc plein de situations. Donc je me retrouve sur ce lit d'hôpital à 40 ans et je me dis, c'est le moment de vraiment changer de vie et essayer de sortir du monde des sports extrêmes parce que c'est un petit univers et me lancer dans du vrai business. Et donc là, je fais le grand saut dans le monde de l'entrepreneuriat. Et comment ça se passe? Alors, en fait, j'écris une sorte de formule magique de 8 points. Et donc, je me dis, d'abord, je dois choisir la plus grande industrie au monde. Et donc, au moins, je suis sûr de ne pas me gourer. Donc là, j'ai pris télécom. Deuxième point, il faut ubériser cette industrie. Troisième point, l'expérience utilisateur est roi. Quatrième, être propriétaire de sa marque. Cinquième, vendre le même produit dans le monde entier. Choisir une distribution mondiale, un produit technologique et à la fin, inventer quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi j'ai écrit ces 8 points? En toute simplicité. Bah, C'est vrai que ça semble c'est pas en simple, toute comme ça. simplicité, mais il faut être réaliste. Donc en fait, en gros, tu es resté longtemps à l'hôpital quand même. Finalement, même pas. Ça, c'était. J'ai mis cette sorte de formule magique en 3 jours sur le papier, mais au moins, je me suis dit, le travail va être le même, mais au moins, je serai sur des bonnes bases. Et à partir de là, l'idée que j'ai eue, c'était de me dire, je vais me lancer donc dans les télécoms. Je me suis dit, tout est dans le cloud, nos emails sont dans le cloud, nos fichiers avec Dropbox sont dans le cloud, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix. Pourtant, notre 06, notre numéro de mobile, il est coincé dans une petite carte SIM en plastique. Et je me suis dit, comment je peux faire pour faire une application mobile où le numéro de mobile, il est dans l'application, donc dans le cloud, et donc je peux sur une appli avoir un deuxième numéro, un numéro pro en un clic, sans acheter la carte SIM physique. Et donc, tout de suite, je me suis dit, si c'est possible techniquement et légalement, c'est la vague que personne ne pourra arrêter. Pourquoi tu vas avoir un numéro coincé dans une carte SIM en plastique, alors que je peux avoir un numéro américain en un clic, un numéro belge, un numéro français, ou un numéro pro, un numéro temporaire, etc. Un vrai 06. Et éviter d'avoir 2 téléphones, ton téléphone perso, ton téléphone pro, et si tu es multi-entrepreneur, d'avoir 40 téléphones devant toi. Exactement. Je n'ai même pas fait d'études de marché ni quoi que ce soit, mais je me suis dit, l'idée, elle est géniale. Et donc, j'ai commencé à chercher le nom du job du mec qui sait. Parce que je ne savais même pas à qui demander, comment mettre des numéros dans le cloud. Mes potes me disaient, je ne sais pas, demande à SFR ou Orange, j'en sais rien. Au bout d'un certain moment, j'ai trouvé ce qu'on appelle un chef architecte télécom. Il m'a dit, bon, c'est 1 500 € par jour. Moi, j'avais 10 000 € sur mon compte. Donc, je lui ai dit, est-ce qu'en 2-3 jours, c'est possible? Parce que je n'ai pas beaucoup. Hein. Et donc, il me dit, OK. Et il revient vers moi 2-3 semaines après, et je peux vous dire que j'avais la boule au ventre, hein, parce que j'étais sur lit d'hôpital avec mes chirurgiens, etc. Et je disais déjà aux chirurgiens, comme quoi je suis toujours dans la positivité, dans 2-3 jours, je vais voir un ingénieur télécom, il va me donner une réponse sur une idée que j'ai. Si c'est possible, ça va changer ma vie. Vous voyez, j'imaginais même pas la difficulté de créer un opérateur. Et donc, quand je le vois, j'essaye déjà de détecter dans ses yeux, est-ce que c'est bon ou pas bon. Vous voyez, s'il arrive avec les sourcils comme ça, voilà, ou le regard. avec le regard qui fuit par là ou par là. Exactement. Ça va, t'as pas trop mal à la jambe? Et donc, il me dit que c'est possible, mais il me dit, la seule difficulté, c'est de créer un opérateur mobile mondial. Alors là, je me dis, il faut des milliards, moi, j'ai pas d'argent, ça va être difficile. Il me dit, en fait, tu as 2 façons de faire. Soit tu te rapproches d'Orange et SFR, et bonne chance, ils risquent de te voler l'idée ou quoi que ce soit. Soit tu lèves des millions d'euros, et tu le crées toi-même de zéro, il faudra des années pour le créer, ou sinon, troisième option, tu lèves quand même des millions d'euros, et tu te connectes à un petit opérateur qui donne accès au réseau. Et donc là, je suis hyper excité parce que je me dis, ça va marcher. Donc je fais signer un contrat de confidentialité à tous les gens que je rencontre, et justement un petit opérateur télécom que je rencontre, je leur fais signer un contrat de confidentialité, un NDA, et ils me disent, écoute, on peut te donner accès aux antennes, mais ça va te coûter 150 000 €. Et après, il faudra nous payer entre 10 et 50 000 € par mois pour garder la connexion aux antennes. Mais globalement, si je paye, c'est possible. Donc, dans ma tête d'amateur complet, je me dis, les fonds d'investissement, ils vont me donner des millions. Ils vont se précipiter. La porte n'est pas assez large. Je vais commencer par agrandir la porte. Et donc, je vais avec mes béquilles rencontrer des fonds d'investissement. Je m'enferme la nuit à designer sur Photoshop un prototype du produit, un dossier de 100 pages. En fait, je pourrais bosser pour Photoshop, de ce que je comprends. Tu sais que ça m'a tellement aidé parce que ça me permet d'être indépendant dans mes présentations. J'ai quelque chose à présenter, tac, tout de suite, je fais le design. Et donc, je vais voir les fonds. Clairement, ils me reçoivent, mais ils me rigolent au nez.
parce que pour eux, je suis rider en béquille. Alors, j'ai jamais été à l'école, j'avais fait d'études. Là, je veux créer un opérateur mobile mondial. Danse avec les stars, Koh-Lanta. Bien sûr, ils me disent, attends, mais tu as un cofondateur, tu as rencontré un ingénieur. Je dis, non, je suis tout seul. Bon, ils me disent, bon, bah, bonne chance, mais on va pas te financer pour un sou. Et là, j'ai mon chirurgien qui m'appelle pour m'engueuler parce que je vais pas à la rééducation. Et je lui explique pourquoi. Je lui dis, bah, j'ai ce projet. Il me dit, mais c'est génial, est-ce que je peux investir? Et donc là, je comprends qu'au lieu de chercher sur les fonds d'investissement, il faut que j'aille convaincre tout mon entourage. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive à convaincre, je pitch tout le monde. Du chauffeur de bus, mes potes riders, mon avocat, mon comptable, tout le monde. Et je me retrouve avec quasiment un taux de réussite de 96%. Mais tu vois, pour redire, ça rebondit sur ce que je disais avant, c'est la passion. J'embarquais les gens à bord de mon train. Les gens savaient que j'étais amateur, mais ils y croyaient. Et donc, je convainc 130 personnes qui investissent 10 millions. Dont Bertrand Delanoë, non? Non. Qui était devenu Nicolas Sarkozy, etc. Ils sont tous devenus des copains. Pas Bertrand Delanoë. Mais du coup, j'arrive à comme ça rassembler 10 millions d'euros. Du coup, j'embauche des ingénieurs télécoms, je me retrouve avec une équipe. Les fonds d'investissement qui m'avaient rigolé au nez reviennent à la charge 4 ans après en remettant 10 millions d'euros. Tout bien réfléchi, voilà, mais 10 fois plus cher que ce que je leur avais proposé. Bien sûr. Et du coup, je me retrouve maintenant à la tête d'un vrai opérateur télécom. On a des licences dans 21 pays, on est 120 dans le groupe, on est rentable, on a inventé des brevets, on a changé la régulation en France sur certains sujets, etc. Et ça, évidemment, on se le réserve pour la deuxième partie. Dans 45 minutes, Exactement. où vous allez revenir pour nous raconter cette aventure entrepreneuriale. En tout cas, on s'est régalé sur ce premier parcours de vie et on peut remercier l'hôpital. Ces séjours à l'hôpital, les chirurgiens, etc. Et ton chirurgien qui a parce cru. que C'est le premier. C'est vrai. Merci infiniment, Taïg. Petit moment de repos, un petit café en coulisses. Et puis nous, on va continuer sur des tables rondes sur ces métiers, juste après une petite page de pub, évidemment. Alors, à quelle métamorphose assisterons-nous chez Exane Asset Management en 2023 ? Eh bien, je suis désolée de vous l'apprendre, il n'y aura pas de métamorphose chez nous en 2023. Nous faisons partie des sociétés de gestion qui prônent la stabilité et donc nous allons continuer dans cette voie-là. Nous allons continuer de nous concentrer sur notre savoir-faire historique. Nous allons continuer de nous concentrer sur l'amélioration de nos process de gestion des risques. Et tout ça pour une seule raison, vous assurer une année 2023 en toute sérénité avec Exane Asset Management. Et pour cela, bien évidemment, nous parlerons du fonds Exane Pléiades, notre solution cœur. Nous sommes sur un actif décorrélé des classes d'actifs traditionnels, donc que ce soit marché action, marché taux, avec une vraie philosophie de préservation du capital, même si toutefois le capital n'est pas garanti. Et donc n'hésitez pas en 2023 à nous contacter.